Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur le match du week-end, à savoir la deuxième défaite consécutive des Parisiens en Ligue 1 après celle contre Nice vendredi dernier au Parc, dans un match qu'on avait globalement dominé avec un énorme Marcin Bulka et à ce moment-là c'était la possibilité de finir la saison invaincue en championnat qui était tombée, mais Luis Enrique a dit en conférence de presse qu'il n'est pas là pour péter des records mais bien pour remporter des compétitions, ce qui est très juste, le championnat s'est fait depuis des semaines, on est encore en lice en Ligue des Champions, donc la pilule était plutôt passée. Là, ce week-end, c'est un autre record d'invincibilité qui est tombé, qui me saoule un peu plus. C'est celui des matchs à l'extérieur sans perdre. On avait égalé, puis battu celui du Milan 93, donc avec notre match nul contre Nantes, qui était notre dernier match à l'extérieur. Milan qui avait enchaîné à ce moment-là 38 matchs à l'extérieur sans perdre. Et nous, du coup, on est monté à 39, pas de 40e, et c'est terminé, on repart à zéro. C'est la première défaite à l'extérieur en championnat pour Luis Enrique au PSG, puisque cette série avait commencé juste après la défaite à Monaco, le 3-1 en février 2023, encore avec Christophe Galtier, l'embrouille Neymar-Vitinha, les Brésiliens versus Luis Campos dans le vestiaire, la prise de notes de Christophe Galtier. Une belle époque. Bref, le PSG, c'est le lot du championnat, de le lâcher un petit peu quand tu le gagnes aussi tôt. On connaît ça depuis le début de l'ère QSI. Là, on a quand même le luxe de se dire que c'est pour une demi-finale de Ligue des Champions 3 jours après, quoi. C'est pas une fin de saison terne comme on les vivait en 2021, 2022. Donc, et puis surtout, sur le contenu des matchs, c'est vrai qu'il y a du positif à dire en fait. T'as des joueurs qui sont là pour gagner des points dans le cadre de la concurrence qui est instaurée. Alors, d'un côté, t'as des joueurs qui gagnent des points, qui reprennent confiance et qui sont observés, qui sont là et qui jouent à fond grâce à la concurrence. Et d'autres, bon, qui sont là un peu par défaut et dont tu te dis qu'il faudrait se séparer pour justement relancer cette concurrence. Évidemment, on va revenir sur les prestations des uns et des autres juste après. Donc un match durant lequel tu as couru derrière le score pratiquement tout le temps, puisque la première mi-temps a globalement été dominée. On se crée des occasions très rapidement. En troisième minute, Gonzalo Ramos sur le centre de Lee Kang-in, une des seules actions du Coréen sur la mi-temps qu'il a joué. Et au final, ce sont les Strasbourgeois qui rentrent au vestiaire avec un avantage de 2 buts sans faire grand-chose, même hors les 2 buts. Leur grosse occasion, le duel Emega-Safonov, l'attaquant strasbourgeois était hors jeu. Voilà, on revient bien des vestiaires avec ce but magnifique de Barcola et ça fait très plaisir de le voir. Enfin, il part de sa moitié de terrain quand même. C'est assez extraordinaire, course de 60 mètres et la finition superbe. Donc ça le met en confiance, surtout dans la perspective d'une potentielle titularisation mercredi si Ousmane Dembélé n'est pas dispo. Évidemment, c'est tout bénef. Quand ils ont affiché sur DAZN la stat que dans les 5 grands championnats, toutes compétitions confondues, en fait Barcola est le 3e joueur le plus décisif 23 fois. Ensuite c'est Rafinha et Dembélé bien sûr en 2025 sur l'année civile, voilà, pas sur la saison mais en 2025. Le fait que ce soit en 2025, ça rajoute encore plus de peps à la stat de Barcola puisqu'on sait que sa saison c'était plutôt septembre-octobre en fait. Et depuis le mois de janvier, il a été un peu dans un creux, notamment au niveau des buts, le réalisme, même si au niveau des passes D, faire briller ses partenaires, il a eu une certaine constance sur toute la saison. Et encore hier, il aurait pu faire marquer Gonzalo Ramos, notamment en fin de match, sur son centre. Bref, les Strasbourgeois, c'est vrai que c'est une équipe jeune, fougueuse. Le premier but est très très malheureux, mais les corners sont travaillés. C'est marrant parce que la plupart de leurs corners, ils les ont tirés deuxième poteau et ça donnait pas grand chose, à part la frappe de Barco qui est super bien repoussée par le jeune Noam Camara qui rentre à la mi-temps. On va revenir sur sa prestation à lui parce que il y a des perspectives. Et une des rares fois où il joue premier poteau, au second, t'as Lucas qui est très malheureux sur l'action. Même si son match est très compliqué dans l'ensemble, l'action en elle-même, on peut pas trop lui en tenir rigueur de ce corner. Et puis ensuite, la super frappe de Félix Le Maréchal, qui laisse Safonov complètement cloué sur sa ligne, même s'il y a pas mal d'erreurs sur le reste de l'action, tout comme il y en a sur le corner qui est concédé, quoi. La relance de Marquinhos qui pousse Axel Tappe à un retour un peu salvateur et concéder le corner. C'est un peu dommage. Voilà, donc, équipe très remaniée, le seul titulaire du match d'Arsenal sur le terrain était João Neves. D'ailleurs, ça s'est senti dans sa prestation. Il était donc latéral droit hier avec Warren sentinelle, Lee relayeur droit, Mayulu relayeur gauche,
Mbaye titulaire en ailier droit. Mbaye, Mbaye, voilà, c'est pas... C'est un peu biscornu, disons, la progression. Ramos, Barcola, et donc la ligne défensive assez inédite. Lucas Hernandez, Beraldo et Axel Tapp avec João Neves ainsi que Safonov. Je vais juste vérifier un truc en plein direct, à savoir Kimpembe, la disponibilité de Kimpembe, parce que préféré dans le 11, je ne sais pas si on se rend compte, Axel Tapp, parce qu'il est en fin de contrat au 30 juin. Et normalement, il ne va pas prolonger. Hein. Ça, c'est quasiment fait. Il y a le Bayer Leverkusen qui s'y intéresse. À Kimpembe, qui lui a prolongé dans le cadre de sa blessure et tout ça, mais aurait pu jouer ce match, enfin, être titulaire sur un match de championnat, tu vois, sur la fin de saison. C'est quand même un choix sacrément fort. C'est quand même un choix très, très important par... alors, attendez. Il n'était même pas dans le groupe Kimpembe. Il n'était même pas sur le banc. Non, il n'était même pas sur le banc. Donc, c'est vrai que là-dessus, il y a d'énormes questions qui vont se poser. Enfin, globalement, cet été, dans le sens des départs, il va y avoir un énorme chantier. C'est pas possible d'avoir en défense au même poste et Lucas Hernandez et Kimpembe qui te prennent à eux deux, allez, plus de 30 millions de masse salariale. Parce que Kimpembe, c'est quoi 8-10 et Hernandez, il prenait 18. Il était dans ces eaux-là au Bayern. Donc, il est venu. Moi, je suis sûr qu'il est à quasiment 20, Hernandez au PSG. Ouais, allez, en net, on parle de peut-être 16-17. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et enfin, l'un des deux doit partir, si ce n'est les deux, cet été. Surtout qu'on envisage de recruter dans ce secteur. Mais c'est comme en attaque. Hein. Il y a des joueurs pour qui la question va vraiment se poser. Bon, Safonov, donc titulaire à la place de Donnarumma. Alors le pauvre, il est vraiment malheureux. Hein, c'est vraiment ingrat parce que sur le corner, on peut pas trop lui reprocher. Pareil, la frappe de Le Maréchal. La seule fois où il s'illustre, c'est sur ce double duel super bien remporté face à Emega. Mais l'attaquant strasbourgeois est hors jeu. À la relance, il était un peu moins bon quand il allongeait. Est-ce que c'est le pressing strasbourgeois? Mais c'est vrai que d'habitude, il est un peu plus précis. Mais sinon, rien à dire de son match, évidemment. Latéral droit, João Neves. Alors, match très insipide. On va pas s'arrêter longtemps parce que les attaques penchaient à gauche, enfin, sur notre côté gauche. Et du coup, il n'a pas eu à défendre grand-chose. À la relance, il s'est montré. Il y a eu quelques relances plutôt intéressantes alors qu'il était en position excentrée machin. Enfin, latéral quoi, qui n'est pas naturel pour lui. Et après, offensivement, il était à l'économie complète et ça se comprend parfaitement, tu vois. Il sort à l'heure de jeu pour Fabian Ruiz qui fait une bonne entrée. Hein. Fabian, il fait une bonne entrée. Techniquement, il est au-dessus. Il réussit à faire progresser le ballon, l'emmener un petit peu dans le dernier tiers. Par des appels aussi. Par des appels, il se montre disponible proche du but. Ça a été difficile. Désiré Doué, par exemple, ne l'a pas réussi. Hein. Désiré Doué, il rentre. Alors, il fait du bien, forcément, parce que c'est un joueur en forme et un joueur ultra technique. Mais à part son super centre pour Gonzalo Ramos, il n'y a pas grand-chose de très concret qui t'emmène directement sur le chemin du but, tu vois. Ces deux frappes, elles sont complètement loupées. Donc voilà, Ruiz a été plutôt bon dans ce contexte-là, ce registre-là, à la place de João Neves. Donc, mais c'est Mayoulou qui avait repris le poste de latéral droit sur la fin du match. Axel Tapp. Alors, arrêtons-nous sur ce jeune joueur plutôt intéressant, finalement. Hein. C'est son premier match en Ligue 1, sa deuxième titularisation après le match à Epali en janvier Coupe de France. Et dans la surface, il a plutôt bien défendu. Alors, il y a eu quelques petites approximations par moment, mais les duels sont plutôt bien appréhendés et avec ballon. Il te montre une certaine personnalité, à la fois par la passe, mais aussi sa capacité à le porter, à les fixer, gratter des mètres. Et ça, c'est de très bon augure. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie de m'étendre. Il va pas prolonger, je crois. Il va pas prolonger. C'est comme Sangaré qui nous fait une Claudio Gomez et qui va à Manchester City. C'est vrai que là, sur les jeunes, ces derniers temps, on a un peu des camouflés. Parce que, enfin, normalement, il n'y a pas de prolongation pour Axel Tapp, quoi. Donc, c'est vrai que voir Luis Enrique le mettre titulaire comme ça, dans ce contexte, c'est assez surprenant. Voilà. Donc, pas de placard pour lui. Peut-être qu'il y a encore une marge de manœuvre pour le PSG. Mais bon, en tous les cas, sa première a été plutôt réussie. Moi, il m'a donné une bonne impression. Beraldo, la première mi-temps a été compliquée, avec notamment cette relance loupée. Et parce qu'il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres aussi, une ou deux, je crois. Et sur les duels, même sur le deuxième but, hein, il est un peu fixé par Diarra, qui réussit à arriver et lancer tout ça sur lui. En deuxième, il est meilleur.
En deuxième, il est meilleur, il n'y a pas d'erreur, il est solide, donc il se reprend bien. Mais la première a été plutôt moyenne. Du coup, on peut se dire qu'il a eu mentalement, pour lui, le fait de ne pas flancher, tu vois. Bon, latéral gauche, qu'une seule mi-temps hein, pour Lucas, ça a été compliqué. Dépassé. Et le but contre son camp ne l'a vraiment pas aidé. Il l'a carrément fait plonger complet. Les attaques étaient sur son côté. Il était dépassé. À la relance, dès les premiers ballons, c'était pas du tout précis. C'était trop long pour Barcola. Très compliqué. Bon, c'est dommage, mais c'est vrai que Lucas paraît assez carbonisé, quoi. Et il sort à la mi-temps, quoi. Je pense que c'est plus un choix que forcé, parce qu'on n'a pas eu d'écho de blessure, machin, par rapport à Lee Kang-in, par exemple. Il sort pour Noam Camara. Alors, Noam Camara, qui est droitier, mais qui se retrouve pas du tout à son poste de prédilection. Donc là, en tant que latéral gauche. Au début, bon, les premiers ballons, les premiers duels, il y a quelques approximations, mais après, il se reprend bien. Défensivement, il est plutôt bon. Et avec ballon, j'ai limite l'impression que le fait d'être droitier à gauche l'a plutôt aidé, plus que desservi, face au pressing de Strasbourg. Il arrivait à plus s'orienter vers l'axe, prendre des axes de passe un peu plus évidents que si il avait eu à se mettre sur son pied gauche. Donc, pour le coup, ouais, des jeunes, c'est celui qui m'a, avec Axel Tapp, le plus satisfait hier. Vraiment, ça a été plutôt une bonne entrée, une bonne mi-temps pour Camara, qui a remercié Lucien Riquet. Lucien Riquet aussi en conférence de presse qui a été très tranquille. Voilà, il a dit, à part le résultat, le match a été bon. Je suis pas vraiment d'accord avec lui, hein, parce que on se crée un volume d'occasion assez faible. Parce que d'habitude, voilà, je comprends. Le match contre Nice, c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo en disant ça. Le match contre Nice, on avait eu un gros volume d'occasion. Et là, hier, à part les petits cafouillages en fin de match et les centres, mais pardonnez-moi, marquer sur centre, c'est pas ça le PSG de Luis Enrique. Le PSG de Luis Enrique, ce sont de vraies actions avec un tir entrée de surface, un tir au point de pénalty sur un centre en retrait, une vraie occasion franche, quoi. Et là, c'est vrai que on en a manqué. La production offensive a quand même été très pauvre hier, avec des joueurs qui s'en mêlent un peu les pinceaux. Donc voilà, il a dit qu'il était content de son équipe et des jeunes aussi. Il a dit qu'il y a eu beaucoup de jeunes et ils ont tous été très bons. Donc là-dessus, ça fait plaisir pour eux de voir l'entraîneur satisfait, même si Mbaye qui est son préféré, hein, on le sait. Enfin, après Mayoulou bien sûr, fait un match encore un peu compliqué. Hein, on va y revenir. Au milieu, quand je vous disais dans la concurrence, eh bien il y a des joueurs qui aujourd'hui ces petits matchs en profitent pour jouer à fond et essayer de remonter dans l'estime du coach. Zahir Emery qui fait vraiment son meilleur match depuis très longtemps hier. Dans les duels, il est présent, il met énormément d'impact dès le début du match. Mais tu vois, niveau motivation, le mec il est transcendé parce qu'il sait qu'il a sa place à récupérer. C'est ça la concurrence, c'est tout. Et après avec ballon, on a enfin du concret. Il y a des petits dribbles proches de sa surface, machin, face au pressing qui sont assez intéressants. Des ouvertures, bon pied, mauvais pied. Il réussit à se projeter, mettre de l'impact. Non, un vrai bon match de Warren, il faut le souligner, ça fait plaisir. Et c'est de bon augure en vue, pas d'une titularisation mercredi, parce que j'y crois pas, mais d'une entrée. Voilà, ça lui donne confiance. Devant lui, il avait Lee Kang-in relayeur droit. Alors Lee Kang-in, ça a été quand même très compliqué. Hein. Début de match, c'est vrai qu'il se projette bien. Je me dis, tiens, Lee Kang-in qui prend la profondeur, qui réussit à centrer. Derrière, il y a une autre action 2 minutes après. Mais pour la suite, il n'y a rien à dire, quoi. C'est un match fantomatique de sa part. Et alors, il se blesse, là, le duel tibia, machin, avec Barco qui est très agressif, hein, l'Argentin. Je l'aimais bien, lui, quand il était à Boca Junior. Je l'imaginais limite au PSG remplaçant de Nuno Mendes. Je me demande si je l'avais pas cité dans une vidéo, si je dis pas de bêtises. Mais Lee, ouais, ça a été compliqué. Alors, c'est marrant parce que si on va dans le détail, il se pète. Il y a l'action du but, où du coup Lee ne suit pas parce qu'il est blessé. Et en fait, entre-temps, il y a Luis Enrique qui dit on attend la mi-temps pour faire le changement, en fait. On ne le fait pas maintenant. Et du coup, ce choix de Luis Enrique a son impact, en fait, sur le but. Parce que Lee ne peut pas revenir, ne peut pas aider. Et peut-être qu'il aurait pu récupérer le ballon, ou au moins gêner, et le Strasbourgeois, sous la pression, aurait fait un autre choix. Tu vois ce que je veux dire? Moins lucide.
Donc c'est vrai que là-dessus, peut-être une responsabilité jusqu'à Luis Enrique sur le deuxième but de Strasbourg hier. Bon, dans tous les cas, Lee sort à la mi-temps, donc c'est pour Désiré Doué. Désiré Doué qui rentre. Alors, on a déjà parlé de sa rentrée. C'est vrai que techniquement, il a été plutôt bon. Il a fait des gestes comme d'habitude dont lui seul a le secret. Mais pas forcément de concret. Hein. C'est vrai que là-dessus, offensivement, bon, il nous a pas non plus rapproché du but, il n'a pas marqué, il n'a pas été décisif, même si c'est vrai qu'il aurait pu l'être par la passe. Voilà. Relayeur gauche Mayoulou qui a eu un vrai duel avec Santos. Hein, les deux étaient vraiment au coude à coude. Il a réussi à se projeter par moment, même s'il manque un peu de lucidité sur le dernier tiers. Les prises de balles, moi j'ai apprécié les prises de balles entre les lignes, hein, la capacité à tout de suite se retourner, se mettre face au jeu. Non, c'est très fort. Un match assez complet de sa part. Après, c'est pas son meilleur, hein. C'est pas le match où il m'a le plus impressionné, Mayoulou, mais on commence à être un peu habitué, disons. Mais voilà, c'est vrai que dernier tiers il est plutôt intéressant dans la capacité de déplacement. On le dit tout le temps, mais ça, c'est vrai que ces déplacements sont vraiment toujours bien pensés. C'est très intelligent. Barcola fait un match complet, au-delà de son but. C'est vrai qu'il est remuant. Face à Guéladoué, c'était plutôt intéressant à suivre. Il a passé des dribbles, il a réussi à aller prendre des positions de centre, des positions de tir, notamment son but. Hein. Son but, il est vraiment beau. Hein. Le petit échange avec Ramos dans sa moitié de terrain, remonté 60 mètres, et après l'extérieur, qui est vraiment incroyable, hein, qui finit petit filet comme ça, très fort. Non, Barcola, vraiment, et fait un bon match. Voilà, ça fait vraiment plaisir pour lui. Comme Warren, en fait. Comme Warren. Ce sont deux joueurs qui sont vraiment là en concurrence, qui ont un peu perdu leur place, qui doivent la retrouver et qui, du coup, se donnent et ont un impact positif sur le match. Alors que les Lucas Hernandez, les Lee Kangin, les Gonzalo Ramos, ils sont dans la concurrence, mais par défaut, quoi. C'est vraiment des joueurs rotation qui prétendront pas à plus. Et tu peux te poser la question de leur départ pour justement relancer cette concurrence dans l'effectif. Voilà. Ramos, on y vient. Il est bon dans le jeu, hier. Notamment sa relation avec Barcola, hein, que ce soit les centres de Barcola pour lui ou même les petites remises. Bah d'ailleurs, ça va compter comme une passe D. Enfin, je sais pas si la Ligue va lui accorder passe D, parce que il y a quand même les deux tiers du terrain qui sont traversés ensuite par Barcola tout seul. Donc la Ligue, ils n'avaient pas accordé à João Neves, je crois que c'était même sur un but de Barcola au Havre, en tout début de saison. Si on suit cette logique, peut-être que la passe D de Ramos ne sera pas attribuée. Il faudra suivre ça. Je crois que c'est le lundi-mardi qui donne les attributions. Bref. Donc c'est vrai que dans le jeu, on l'a vu un peu plus, mais à la finition, c'est difficile ces derniers temps. C'est vraiment très difficile. Il y a des choix qui sont... Enfin, la tête de l'épaule, la tête à la fin, un peu trop croisée, c'est compliqué. La frappe fort, mais finalement pas très bien placée. À chaque fois, en fait, tu peux te poser des questions sur la technique de frappe, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, pour un 9, c'est quand même des questions qui sont assez rédhibitoires. Et bon, ma position ne change pas. Cet été, en défense et en attaque, un Kolo Muani, Lee Kangin, Gonzalo Ramos, s'il y a une bonne offre, ça part. Et en défense, pareil pour tous les joueurs là qui mettent plus un pied devant l'autre, qui sont pas fiables. Beraldo, à la limite, ça peut rester. Et encore, je porte pas vraiment dans mon cœur. Mais les Kimpembe, les Lucas Hernandez, s'il y a une offre, ça part tellement, mais tellement. Donc voilà, c'est vrai que cette fin de saison nous donne des certitudes là-dessus, au moins. Et enfin le petit Mbaye qui était titulaire donc sur le côté droit. Début du match, il était assez timide, hein, il jouait tranquille, voilà, passe et tout ça, et il voyait que ça marchait pas trop. Donc il a eu la personnalité de se dire je vais tenter un peu tout seul jusqu'à s'enfermer. Donc là c'est du coup l'inverse. Et c'est vrai que par moment, bon, il est un peu frustrant. Ses partenaires lui font savoir. Donc bon, un match d'apprentissage, hein, tout simplement. Il est très jeune, donc forcément, des matchs comme ça, on va en voir avec lui. Hein, visiblement, voilà, la progression ne va pas aller que dans un sens tout le temps. Donc on va suivre ça évidemment de très près. Bref. Bon bah voilà, globalement sur ce match, hein, cette défaite, malgré la défaite, j'ai envie d'avoir une lecture pas positive mais assez nuancée, hein, de ce match, au vu du peu d'occasions concédées.
Mais ce qui me gêne par contre, c'est le peu d'occasions créées. Voilà. Après, équipe ultra remaniée. Et voilà. Même pas de changement. Varaskelia par exemple qui reste sur le banc. Bon, Ruiz pour Neves, ça c'était un changement qui était prévu, hein, de faire tourner les deux pour que voilà, il garde un peu le rythme et qu'il se repose quand même. Doué qui rentre à la mi-temps à la place de Lee, je pense que ça c'était pas voulu, c'était plutôt forcé. Et pour Lucas Hernandez, voilà, tu fais même pas rentrer Nuno, tu fais rentrer Camara. Donc vraiment un match où là c'est total Ligue des Champions. Et c'est bien normal, c'est bien normal. Arsenal de l'autre côté, ils ont des enjeux en première ligue. Ils affrontaient Bournemouth. L'équipe de la charnière Zabarni-Dinhausen, d'ailleurs, si on veut parler de la défense, mais il faut absolument que je fasse une vidéo mercato en plus. Il y a eu quelqu'un en commentaire qui m'a demandé quand est-ce qu'elle allait sortir. Peut-être le week-end prochain, peut-être dimanche prochain, je vais me taper une détaille parce que jeudi, du coup, il faudra débriefer Arsenal. Et dimanche prochain, après, c'est Auxerre qu'on affronte, je crois, au parc en plus. Ouais, c'est samedi à 21h. Dimanche, du coup, on pourra se faire... ouais, parce que là, après, il y a Auxerre. Il y a un tout dernier match. Oh, je sais plus contre qui il est le tout dernier match. Et après, c'est finale Coupe de France contre Reims le 24. Et finale de Ligue des Champions peut-être le 31 à Munich. Bref. Et la Coupe du Monde des clubs en juin qu'on n'oublie pas. Donc voilà, bon, on se retrouve demain ou après-demain pour l'avant-match, bien sûr, du retour contre Arsenal. Ah oui, pour rester juste sur ce que je voulais dire en défense, entre Zabarni et Hansen, peut-être que je préfère l'Ukrainien. Hein. Mais rappelez-vous, cet hiver, on le pistait, Loïc Tandy a dit qu'on n'a pas été plus loin parce qu'il ne voulait pas venir à cause de la présence de Safonov Russie-Ukraine, dans l'effectif et surtout dans une zone du terrain où ils sont amenés à beaucoup communiquer, collaborer, machin, et donc Zabarni avait un petit peu peur. Le PSG aurait réfléchi durant l'hiver à faire partir Safonov pour lui faire de la place. Au final, bon, ça n'a pas été fait. Mais je préfère peut-être Zabarni à Hausen. Dur sur l'homme et tout ça. J'aime bien ce défenseur. Bon, bref. On se retrouve pour parler, évidemment, Ligue des Champions. Ce sera beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que ce genre de débrief, c'est toujours bien de les faire parce qu'après, on les a en tête au mois de juillet quand il y a les offres qui tombent. Mais ça va être très compliqué de faire partir tous les joueurs. C'est comme Kolo Muani qui est en difficulté à la Juve, quoi. Alors là, il a retrouvé le chemin défilé, mais difficulté. Il y a Skriniar aussi. Skriniar au Fenerbahçe, peut-être qu'il va revenir. Il faudra trouver un accord pour un transfert. On connaît les clubs turcs, hein, ils mettent pas beaucoup de sous. Donc tout ça sont de gros questionnements. Autant on a réussi à rénover la défense titulaire, autant sur la rotation là c'est quand même compliqué quoi. Bref, bonne soirée à tous, ciao les amis, prenez soin de vous et on se dit début de semaine pour l'avant-match. Ciao.